Nous poursuivons avec l'examen du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique en accueillant M. Roch-Olivier Mess, président du CSA. Monsieur le Président, le nouveau projet n'a pas l'ampleur que nous aurions souhaité. Comme j'ai pu l'indiquer, nous avons pu l'indiquer à la ministre il y a quelques minutes, mais il n'en marque pas moins une étape essentielle pour le Conseil supérieur engagé dans une fusion avec l'Hadopi. Cette fusion a pour objectif d'améliorer la lutte contre le piratage des œuvres, un phénomène qui prive les détenteurs de droits de plusieurs milliards d'euros de revenus chaque année. L'institution que vous présidez, déjà chargée de lourdes missions, deviendra demain, avec l'adoption de ce texte, le grand régulateur du numérique, parachevant un mouvement amorcé avec la loi sur les fausses informations. Au-delà, force est de reconnaître que le projet de loi modifie assez peu les conditions de lutte contre le piratage, avec la seule adjonction de deux dispositifs que sont l'établissement d'une liste noire et la possibilité de blocage des sites miroirs. La réponse graduée elle-même ne bénéficie que d'évolutions à la marge, alors même que son efficacité est régulièrement décriée. Monsieur le Président, notre commission est donc impatiente de vous entendre sur ce projet de loi, à la fois sur les conditions concrètes de la fusion, mais également sur le nouveau cadre juridique de lutte contre le piratage des œuvres qui sera incarné par l'Arcom. Je vous cède donc la parole pour une intervention liminaire, à l'issue de laquelle notre rapporteur sur le texte, Jean-Raymond Hugonet, vous posera une première série de questions, et je ne doute pas que mes collègues présents ou derrière leur écran auront aussi des questions à vous poser. Je rappelle enfin, avant de vous donner la parole, que cette audition est captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil, et merci aux membres de la Commission de me permettre de m'exprimer sur ce texte cet après-midi. C'est toujours avec joie qu'on retrouve votre Commission, avec laquelle nous échangeons beaucoup, compte tenu de l'intensité de vos travaux sur les sujets qui nous réunissent. Lors de ma dernière audition devant votre commission, au mois de décembre, j'avais pointé devant vous la nécessité de procéder à des évolutions législatives, en évoquant notamment le rapprochement entre le Conseil et l'Hadopi, ainsi que la modernisation de la lutte contre le piratage. Deux évolutions qui sont évoquées de longue date maintenant au sein de votre commission et de notre côté par la voix de notre collège. Il faut donc se réjouir de voir ces deux projets de loi inscrits aujourd'hui à l'ordre du jour du Sénat. Ils figureront probablement parmi les derniers textes de la législature, on peut le penser. Et je voudrais donc remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la naissance de ces textes, sur lesquels le Conseil, vous le savez, a émis un avis favorable le 22 mars dernier. Si vous le permettez, dans un premier temps, j'évoquerai les avancées que représentent ces textes du point de vue du Conseil, et dans un second temps, j'évoquerai les points qui, à nos yeux, restent encore en suspens et sur lesquels il serait bon que l'on puisse avancer si le législateur en décidait ainsi. Alors, l'une des principales avancées du texte, vous l'avez dit, Monsieur le Président, réside naturellement dans la création de la nouvelle autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom. Ce rapprochement du CSA et de l'Hadopi représente bien plus qu'un simple changement de sigle. C'est bien plus qu'un simple exercice de mécano administratif. Il s'agit de constituer avec cette réforme un régulateur intégré qui soit compétent sur l'ensemble de la chaîne de la création, depuis les obligations imposées aux diffuseurs jusqu'à la protection des droits de propriété intellectuelle et notamment les droits des auteurs. Il existe, ça je tiens à le souligner devant votre commission, vous le savez bien, une réelle continuité entre l'émission historique du CSA de soutien à la création audiovisuelle, cinématographique et musicale. C'est un des volets importants de nos missions. Une vraie continuité donc entre ces missions du CSA et les missions de lutte contre le piratage et de promotion de l'offre légale qui sont celles de l'Hadopi. Des missions de lutte contre le piratage que le projet de loi ordinaire prévoit par ailleurs, à juste titre, de moderniser et de renforcer.
Sur ce point, donc, je le redis devant votre commission cet après-midi, le Conseil a renvoyé dans son avis aux observations de l'ADOPI tout le volet piratage stricto sensu. C'est normal que ce soit l'ADOPI qui s'exprime, puisque c'est l'autorité compétente. Mais je veux dire néanmoins devant vous que nous partageons pleinement cet objectif d'actualisation de notre législation, rendu d'autant plus nécessaire par les effets de la crise sanitaire. Cette rénovation attendue des outils de lutte contre le piratage s'ajoutera aux nombreuses évolutions législatives et réglementaires en cours. Je voudrais souligner devant votre commission l'intensité de l'actualité législative intéressant le Conseil depuis 2 ans environ. Je pense à la transposition de la directive SMA, qui n'est pas le plus petit morceau, que nous allons déployer cette année en conventionnant les acteurs concernés. Je pense au texte encore en examen au Parlement de loi séparatisme, que le Sénat a eu l'occasion d'examiner, qui nous intéresse également directement, en particulier en matière de lutte contre la haine en ligne. Mais je pourrais citer aussi le projet de loi qui est lui aussi en cours d'examen devant le Parlement, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui lui aussi nous attribue de nouvelles compétences. Donc c'est une autorité dont le périmètre n'aura cessé de s'étendre au cours des 2 dernières années. Le collège, sur la composition duquel nous avons par ailleurs souhaité formuler, vous l'avez vu dans notre avis, quelques observations, ainsi que les équipes de la future ARCOM, auront bien sûr à cœur de concrétiser toutes ces transformations en cours de la régulation audiovisuelle et numérique. Je l'ai dit, elles se sont accélérées ces dernières années et vont se multiplier encore cette année. Pour ce faire, l'ARCOM disposera de pouvoirs d'enquête renforcés. C'est une autorité qui sera, je crois, au meilleur standard des autorités publiques indépendantes, mais aussi bénéficiera d'un dispositif de sanctions révisé, et je crois à juste titre révisé. Nous avions insisté nous-mêmes sur ce point pour garantir l'effectivité et le caractère dissuasif à l'égard en particulier de tout ce qui touche au financement de la création. Pour votre bonne information, donc depuis 1 an, les 2 autorités se sont pleinement engagées, malgré les incertitudes sur le calendrier législatif, dans ce projet de fusion. Nous avons commencé dès janvier 2020 le travail de préfiguration dans le cadre d'une convention conclue entre nos 2 autorités. Et je souhaite remercier devant vous le président Denis Rapone et la présidente par intérim Monique Zerbib, ainsi que l'ensemble des équipes de l'ADOPI pour leur engagement dans ce projet. Les 2 maisons ont incontestablement appris à se connaître et à travailler ensemble. Les échanges entre nos équipes se sont multipliés ces derniers mois. Une bonne dynamique de travail en commun a émergé, avec des résultats tout à fait stimulants. Je vous signale, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de la consulter, l'étude conjointe que nous venons de publier le mois dernier sur la vidéo à la demande par abonnement, qui est un sujet pleinement d'actualité. Et on a vu que ce travail en conjoint des deux autorités permettait de produire un document, je crois, qui a beaucoup intéressé tous les acteurs concernés. Il ne faut pas se cacher toutefois, et là aussi je souhaite souligner ce point, malgré ma condition de magistrat des comptes, que cette fusion aura aussi des conséquences budgétaires sur lesquelles nous avons attiré l'attention du gouvernement. Et je profite de cette audition pour appeler l'attention du Sénat. Je rappelle que depuis plusieurs années, les missions du Conseil s'accroissent, je l'ai rappelé, alors que sa dotation budgétaire, elle, a décru légèrement. Et face à cet effet de ciseaux, les efforts de gestion ont jusqu'à présent permis de dégager les marges et les ressources nécessaires. Mais, je veux le dire ici, cette logique n'aura qu'un temps. Il y a là, à notre sens, un vrai point d'attention pour l'avenir, si on veut que l'autorité soit au rendez-vous et réponde pleinement aux attentes du législateur. Ce qui me conduit, et c'est le second point que je voulais aborder devant vous cet après-midi, aux autres chantiers qui, à notre sens, restent à mener à bien sur le plan législatif, si le Parlement, une fois encore, en décide ainsi. Je pense d'abord, vous n'en serez pas surpris, à la modernisation de la plateforme TNT.
Il existe aujourd'hui une complémentarité des différents modes d'accès à la télévision, de l'IPTV à l'OTT en passant par le satellite. Mais il ne faudrait pas oublier, je le rappelle constamment, que plus d'un foyer sur 5 n'utilise aujourd'hui que la TNT pour voir la télévision. Grâce aux obligations de couverture, la TNT, je le rappelle, touche plus de 95% de la population, y compris en zone rurale. Et donc, indépendamment du déploiement indispensable et en cours de la fibre, le Conseil, en tant que régulateur sectoriel, est très attentif au devenir de la plateforme TNT. Il en va d'une égalité de traitement entre nos concitoyens. Notre préoccupation en la matière, c'est d'éviter un décrochage technologique de cette plateforme. Et les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ouvrent des perspectives intéressantes, bien évidemment, pour développer l'ultra haute définition, mais également l'interactivité. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous avez peut-être noté que nous venons d'autoriser 2 expérimentations en la matière au bénéfice d'Arte d'une part et de la plateforme Salto d'autre part. On a formulé donc sur cette question de la modernisation de la plateforme TNT des propositions concrètes dans notre avis afin qu'on ne manque pas l'opportunité que représente ce projet de loi. Si on rate cette échéance, il faut avoir conscience qu'on sera en grande difficulté pour réaliser l'ultra haute définition à l'échéance de 2024. Un autre point que nous avons souhaité mettre en avant dans notre avis est la situation du secteur des radios, un secteur qui a été touché par la crise sanitaire. On se réjouit de la publication dimanche dernier du décret instituant une aide exceptionnelle à la diffusion hertzienne. C'est un texte qui était très attendu. Et dès le printemps dernier, y compris devant votre commission, le Conseil avait fortement insisté pour que des mesures de ce type soient prises pour redonner de l'oxygène à ce secteur. Et je pense notamment à tout le tissu des radios associatives qui est très important dans notre pays. Mais au-delà, le média radio fait entendre d'autres préoccupations. Je pense par exemple à la demande d'assouplissement du régime des mentions légales en matière de publicité radiophonique. Ces mentions légales qui finissent par occuper plus d'espace que le message publicitaire lui-même. C'est un dispositif qui, du coup, est très pénalisant pour le média radio. Nous avons évoqué également dans notre avis une autre question qui méritera d'être examinée, qui est celle de la diversité musicale sur les grandes plateformes de streaming audio. Car vous savez aujourd'hui que seules les radios sont soumises à un régime d'obligations à ce titre, ce qu'on appelle les quotas de chansons françaises notamment, alors que bien évidemment les plateformes de streaming sont libres de toute obligation. Il y a là une asymétrie qui gagnera à être corrigée. Enfin, le dernier chantier, le plus ample, mais peut-être aussi le plus nécessaire à moyen et long terme, concerne notre dispositif sectoriel anti-concentration. La présidente De Silva a eu l'occasion de l'évoquer la semaine dernière devant votre commission. Chacun constate que le dispositif prévu par la loi de 1986 a été dessiné à une époque où le paysage était radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est un dispositif dont les règles ne concernent que la diffusion hertzienne. Or, on sait que la diffusion se fait par bien d'autres canaux qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Sur ce point, je voudrais vous faire part de ma conviction personnelle, et celle du collège également, bien sûr. C'est qu'il serait probablement illusoire de penser que les seules règles du droit de la concurrence règlent la question. Il y a une spécificité liée au domaine qui est le nôtre, un domaine qui touche aux libertés publiques. L'objectif de pluralisme qui est au fondement de la loi de 1986, c'est un objectif qui découle d'exigences constitutionnelles. Ce principe est un principe rappelé régulièrement par le Conseil constitutionnel. Et donc, il n'est pas anormal qu'il y ait des mécanismes sectoriels qui soient adaptés aux particularités du secteur. Mais il est tout aussi clair que des actualisations s'imposent. Il nous semble, par exemple, qu'il conviendrait probablement de donner une place plus importante à la prise en compte de l'audience des médias qui ont de fortes audiences et qui ont donc un impact sur l'opinion publique beaucoup plus fort que d'autres qui ont des audiences minimes.
et d'actualiser les dispositifs actuels qui sont fondés essentiellement sur des critères arithmétiques de calcul de couverture de la population. Ça avait été esquissé l'année dernière lorsque le précédent projet de loi a été examiné par l'Assemblée nationale, par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, mais ce point n'a pas abouti, comme vous le savez. Et au-delà, peut-être à plus long terme, nous avons appelé à un réexamen d'ensemble du dispositif face aux transformations en cours. Notre suggestion, en tout cas c'est la proposition que nous avions faite au gouvernement, serait de confier une mission à des experts pour bien balayer ces questions qui sont complexes, il faut le reconnaître. Ce n'est pas des sujets à enjeux politiques, mais en même temps compliqués techniquement. Et donc cette piste nous semble rester d'actualité. Voilà les quelques mots que je voulais prononcer devant vous en introduction, et je me tiens naturellement à la disposition des sénatrices et sénateurs pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Une première question va venir du rapporteur, Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. 3 questions, Président, en vous réitérant le plaisir de vous avoir à nos côtés au Sénat. La première touchera à la composition de l'Arcom. Dans votre avis, vous avez émis des doutes sur l'intérêt de prévoir la présence de 2 magistrats en lieu et place de 2 personnalités nommées par le Parlement. Que penseriez-vous de maintenir la composition actuelle du CSA pour le collège de l'Arcom et de prévoir que cette dernière doit désigner parmi ses membres ayant une compétence juridique celui qui aura la charge de mettre en œuvre la réponse graduée? La seconde question touche à l'avenir de la plateforme TNT. Vous l'avez rappelé, un Français sur 5. Ici, dans l'Assemblée des territoires, nous sommes particulièrement vigilants à cela. Et aujourd'hui, plusieurs chaînes historiques réfléchissent à la quitter, cette TNT, pour échapper à ces contraintes réglementaires. N'est-il pas temps de dépoussiérer la loi de 1986 et ne faut-il pas saisir l'opportunité de ce projet de loi pour le faire? Je donnerai 2 exemples. Ne serait-il pas opportun de permettre à l'Arcom de renouveler pour une seconde fois les autorisations d'émettre des chaînes historiques afin de prolonger d'autant l'attractivité de la TNT? Ne faut-il pas permettre aux chaînes de mieux maîtriser les droits de la production qu'elles financent et ainsi porter à 50% la part de la production réalisée en interne ou négociée de gré à gré avec les producteurs indépendants pour leur permettre de mieux concurrencer les plateformes qui maîtrisent totalement les droits de leur contenu? Troisième et dernière question porte sur l'évolution relativement minime de la réponse graduée que le projet de loi ne fait évoluer qu'à la marge et uniquement sur les aspects de procédure. Beaucoup auraient souhaité étendre plus encore les pouvoirs du régulateur, notamment par l'institution d'une transaction pénale établie par l'Arcom pour éteindre l'action publique. Que penseriez-vous d'introduire cette évolution dans le projet de loi? Merci pour vos réponses. Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre à cette première série de questions, puis après, il y aura une deuxième série. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, donc première question sur la composition de l'Arcom. Alors, le Conseil a formulé plusieurs observations, vous l'avez rappelé, dont je voudrais rappeler le sens. La première observation a trait aux effectifs du collège. Il y a eu plusieurs navettes avec le gouvernement sur ce projet de loi, comme vous pouvez l'imaginer. Plusieurs pistes de rédaction avaient été envisagées. L'un des points sur lequel nous avons beaucoup insisté, sur lequel j'ai personnellement beaucoup insisté, c'est de rester un effectif de 7 membres au sein de ce collège. Vous savez que l'histoire de la régulation est maintenant ancienne, qu'on a connu plusieurs institutions. On a connu des effectifs au sein de ces institutions à géométrie variable, si je puis dire. On a fini par se stabiliser depuis quelques années à l'effectif de 7. C'est, je crois, le bon chiffre. C'est une taille idoine pour asseoir une bonne collégialité, une collégialité efficace avec une bonne répartition du travail
et ayant le privilège de l'âge, l'histoire de l'institution montre qu'avec des effectifs plus importants, les délibérations de cette institution n'étaient pas toujours placées sous le signe de la même efficacité. Donc, on a beaucoup insisté sur ce point-là. Alors, le projet de loi, tel qu'il est rédigé, prévoit que nous serions... l'effectif du collège serait porté à 9 de façon transitoire en 2022, mais qu'il reviendrait à 7 dès le renouvellement donc, du début de l'année 2023. Donc, c'est le premier point, en tout cas, sur lequel je me permets d'insister. Nous ne souhaiterions pas que la taille du collège soit modifiée et en particulier élargie. Deuxième observation, c'est l'intérêt d'un collège, comme dirait M. de la Palisse, c'est d'être un collège. Et l'intérêt d'un collège, c'est la diversité de sa composition, la diversité des profils, la diversité des origines, en l'occurrence aussi la diversité des autorités de nomination. C'est pas moi qui vais dire du mal des juristes, je serais mal placé. Il y a des juristes au sein du collège actuel. Nous avons un conseiller d'État en la personne de Jean-François Marie. Le président du Sénat a désigné, à l'occasion du renouvellement de cette année, l'ancienne directrice juridique de l'autorité de la concurrence, qui est une juriste éminente, et je suis moi-même magistrat, comme vous le savez. Donc il n'y a pas d'opposition, bien évidemment, à la présence de juristes au sein de ce collège. Et la loi de 86, telle qu'elle est rédigée, paie des personnalités, à raison, dit la loi, de leurs compétences dans le domaine de la communication, mais aussi de leurs compétences juridiques. Et les présidents de l'Assemblée et du Sénat ont régulièrement désigné des personnalités ayant ce profil-là pour siéger au sein de l'institution. Mais il me semble important, voilà, de veiller quand même à ce qu'on garde une certaine diversité. Et du coup, on avait un peu l'interrogation sur la nécessité d'avoir 2 magistrats désignés pour cette compétence. Je rappelle qu'actuellement, la Commission de protection des droits de l'ADEPI, les personnes qui y siègent à temps partiel, alors que les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, demain de l'ARCOM, sont des personnes qui siègent à temps complet. Donc voilà quel était le sens de nos observations. On a bien compris le souci du gouvernement de sécuriser juridiquement l'institution au regard des compétences qui sont les siennes en matière de lutte contre le piratage d'une part, ou sur des sujets touchant aux libertés publiques. Je pense à nos nouvelles compétences en matière de lutte contre la haine en ligne, les infox, peut-être demain la mise en œuvre du nouveau règlement européen sur la responsabilité, le régime de responsabilité des plateformes. Donc j'entends la proposition que vous évoquez, monsieur le rapporteur. Je me rangerai naturellement à la sagesse du Parlement. Sur le deuxième point, sur la plateforme TNT, donc vous avez bien compris le sens de nos observations. Sur les points que vous soulevez, monsieur le rapporteur, bon, nous sommes aujourd'hui dans un cadrage juridique qui est très, très précis, extrêmement précis, même, et perçu comme contraignant par certains, ce que je peux comprendre, sur les durées d'autorisation et sur la procédure de renouvellement des autorisations. Vous avez entendu la semaine dernière devant votre commission un acteur important du secteur évoquer cette question, puisque lui-même, l'entreprise qu'il dirige, arrive en fin d'autorisation. Et donc le CSA aujourd'hui fonctionne obligatoirement dans ce cadre du renouvellement avec une procédure qui est assez lourde et longue, puisque grosso modo, c'est celle qu'on a déployée l'année dernière pour le renouvellement de l'autorisation de Canal+, c'est pratiquement 18 mois de procédure, hein, puisqu'on est tenu de faire une consultation publique, une étude d'impact, lancer un appel à candidature, examiner les candidatures, auditionner pour choisir le candidat retenu, puis négocier la convention avec le titulaire de l'autorisation. Donc c'est vrai que c'est une procédure qui est lourde et longue. Alors, l'éventualité de modifier la législation sur ce point, pourquoi pas? Bon, à ce stade, l'argument qui a toujours prévalu, c'est celui du droit européen, de rappeler que comme on est sur une gestion de ressources publiques rares, une fréquence qui sont peu nombreuses, comme vous le savez, le paquet télécom, donc dans la réglementation européenne, prévoit donc ces appels à candidature périodiques pour
refaire jouer la concurrence. Si une expertise juridique permet d'apporter une ouverture sur ce point, pourquoi pas, je dirais. Et sur le deuxième point, je suis sensible à ce que vous évoquez. Toutes les réformes qui sont en cours doivent atteindre un objectif qui est de tendre vers une égalité de traitement entre les acteurs. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la transposition de la directive SMA en faisant rentrer les nouveaux acteurs dans le régime de financement de la production et de la création, pour que, voilà, ils participent eux aussi, comme les acteurs historiques, au financement de la production. C'est l'objet du décret dit SMAD, qui est actuellement à l'examen du Conseil d'État, sur lequel on s'est prononcé nous-mêmes il y a très peu de temps. Mais il faut qu'en parallèle, le décret des obligations qui vont s'appliquer aux acteurs de la TNT et le décret qui fixera les obligations applicables aux opérateurs qui fonctionnent dans le cadre dit CAPSAT soit homogène. Il ne faut pas qu'on recrée une inégalité de situation de l'un par rapport à l'autre. Et je dirais qu'il y a un autre paramètre qui doit être pris en compte dans cet équilibre d'ensemble, qui est celui de la chronologie des médias. Parce que tout se tient dans cette affaire-là si on veut que les acteurs soient traités de façon équilibrée. Alors, les discussions sont en cours, hein, comme vous le savez, sur ces différents sujets. Bon, les acteurs déploient chacun leurs arguments. Je crois qu'il faut laisser vraiment la place à cette concertation avant que le gouvernement, puisque là, on est dans le domaine réglementaire, ne statue à travers les décrets que j'évoquais. Mais j'insiste vraiment sur l'objectif politique, si je puis employer cette expression, de traitement homogène et équilibré des acteurs entre eux. Votre troisième question, alors attrait au piratage, bon, je ne veux pas bien évidemment éluder votre question et esquiver, mais je redis ce que j'ai dit dans mon propos liminaire. Donc on a laissé le soin à Hadopi de s'exprimer sur tous les sujets piratage, puisque c'est l'autorité la mieux placée, bien sûr, pour évoquer. Et n'ayant moi-même pas eu l'occasion de mettre en œuvre la procédure de réponse graduée jusqu'à présent, ça va venir, mais il m'est difficile de me prononcer sur son évolution. Mais quand même, deux convictions très, très fortes. Un, la protection des droits est fondamentale. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, CSA, on a beaucoup insisté pour que les procédures et les sanctions possibles en cas de non-respect des obligations de financement de la production soient durcies dans le texte. Et ça, on est très satisfait de ce point de vue-là que le texte ait retenu ce point. Et deuxième conviction, c'est que l'enjeu de la réforme dont nous débattons cet après-midi, de création de cette nouvelle autorité, l'enjeu fondamental, c'est de déployer une nouvelle politique publique de lutte contre le piratage qui déploie un nouveau dynamisme en s'attaquant à la source majeure du piratage que sont les sites illégaux. C'est là-dessus qu'il faut faire porter les efforts. C'est vraiment là qu'est la priorité si on veut protéger de façon réellement efficace les droits des auteurs. C'est ce mécanisme-là qui construira l'avenir de la lutte contre le piratage, et c'est sur celui-là qu'il faut faire porter l'essentiel de nos efforts. Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant céder la parole aux sénatrices et aux sénateurs qui l'ont demandé. Je vous donne la liste, comme ça chacun peut se préparer. Michel Laugier, David Assouline, Jérémy Bacchi, Catherine Morin-Desailly et Laure Darcos. Michel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CSA, toujours très heureux de vous accueillir, quelles que soient les fonctions qui sont les vôtres, quand vous venez nous rejoindre ici, au Sénat. Alors, juste, je reviens sur le piratage, même si j'ai bien compris, vous n'allez pas répondre à la question, mais je voulais préciser ce que j'ai dit tout à l'heure à la ministre, qui a peut-être mal été compris. Je disais qu'actuellement, avec le confinement et avec les prix très élevés des retransmissions télévisées maintenant, nous arrivons bien sûr à un piratage renforcé. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de moyens pour lutter contre le piratage. C'est exactement ce que j'ai dit à la ministre, qui n'a pas bien compris les choses, donc je préfère le redire maintenant, comme ça les choses sont claires. Depuis la loi sur les fausses informations, la loi Avia, le CSA a un rôle de régulateur renforcé. Et je veux savoir, est-ce que l'organisation de votre institution et les moyens qui vous sont donnés l'ont été tout autant ? Et ensuite, je voudrais aussi aborder un point.
Actuellement, le gouvernement et le Parlement peuvent saisir la Hadopi. Le texte de loi tel qu'il est présenté ne le permet plus avec la fusion CSA-Hadopi. Alors ici, au Sénat, on se sent encore à nouveau dessaisi dans de nos pouvoirs. Merci. David Assouline. Oui, bonjour Monsieur le Président. Toujours aussi très heureux de pouvoir vous écouter et de pouvoir vous poser des questions. Vous assumez un rôle très très important et justement qui va devenir encore plus important avec les pouvoirs renforcés que vous donne cette loi. Mesure pour laquelle j'ai toujours été, vous le savez, depuis 2013, j'avais subi des pressions gigantesques pour retirer mon amendement qui proposait la fusion à l'époque. Mais ça va dans le bon sens. Je redis ce que j'ai dit à la ministre. Je pense que si on ne veut pas vous mettre dans une mauvaise situation, qui serait d'avoir des pouvoirs accrus et une incapacité à les exercer réellement, ce qui rejaillirait sur vous, alors que vous n'êtes absolument pas responsable. Je pense qu'il faudra tous veiller, et nous en votant le budget, à ce qu'il y ait les moyens pour assumer cette nouvelle mission de réguler aussi ce qui se passe sur le net. Parce que c'est des moyens énormes, parce que ceux qui effectivement essayent de contourner les règles sur le net, on sait qu'ils ont des moyens gigantesques et en technologie, en chercheurs même au service des contournements des lois, et qu'il faut des moyens, que les États sont souvent très peu outillés, et que c'est pour cela qu'ils ont toujours un train de retard, et quand on a enfin compris comment, eux ont déjà pris d'avance sur d'autres domaines, et c'est une course depuis une bonne décennie où on est toujours en retard. Bon. En tous les cas, ça va dans le bon sens. Ma première question, c'est sur la composition. Moi, je comprends tout, notamment j'étais plutôt pour la réduction du nombre, parce qu'on pouvait faire à 7 ce qu'on faisait à 9, à partir du moment où les équilibres de représentation du Parlement restaient les mêmes. Or là, il y a un déséquilibre. Donc le président nomme le président. Ok, ça ne change pas, les chambres donnent leur avis. Ensuite, en général, depuis le quinquennat, la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale est de la même couleur que le président, donc ça fait 4. Non, ça fait 3. Et puis, il y a 2 qui viennent du Sénat, qui pourraient être d'une autre connotation, avec 2 magistrats qui, quand même, n'ont pas vocation à être, disons, dans quelque chose qui puisse déranger l'exécutif, même si ce n'est pas aussi leur vocation d'être dans quelque chose qui les arrange. Mais en tous les cas, il y a un déséquilibre par rapport à avant. C'est-à-dire dans l'idée d'avant, qui était que par le Parlement et sa pluralité politique, et même dans la façon dont le Parlement délibérait sur les nominations, il y avait la recherche qu'il y ait quand même du consensus dans cette indépendance des nominations. Je trouve qu'il y a un déséquilibre, et comme parlementaire qui subit depuis quelques années, disons, une marginalisation du Parlement dans les décisions, tous les jours on le vit, je n'ai pas envie d'accompagner ça. Alors, bien entendu, ça voudrait dire que si je suis d'accord qu'il y ait les 2 magistrats, que je propose l'augmentation, c'est-à-dire qu'on reste à 9 et on gardera un équilibre. Je vais réfléchir d'ici les quelques semaines qui nous séparent d'études de la loi, mais en tous les cas, je trouve qu'on devrait tous trouver le moyen de ne pas accepter cette diminution du poids du Parlement. Je pense qu'on partage ça au Sénat, tous bords confondus. Je voulais vous demander aussi, donc qu'est-ce que vous en pensez de façon à cet aspect de la question, vous avez répondu sur d'autres. Ensuite, je pense, d'abord, je vais vous saluer pour une sanction que vous avez prise, qui est à la hauteur de ce qui peut dissuader. 200 000 € pour les propos incitant à la haine d'Éric Zemmour sur CNews,
ces 200 000 € pour la chaîne, ça commence à compter, on va dire. Puisqu'ils s'en foutent, depuis, ça fait quand même, vous les avez souvent rappelés à l'ordre, il est condamné par la justice pour ce genre de propos, il continue. Donc, bravo. Mais je voudrais savoir si vous pensez être un peu quand même empêché, ou en tous les cas diminué dans votre capacité de réaction rapide pour des sanctions lourdes avec les textes de loi tels qu'ils existent. Parce que j'ai bien envie, moi, de vous donner ces moyens dans la loi, d'agir un peu plus vite quand, de façon manifeste, il y a des atteintes au pacte républicain, au respect d'autrui et aux appels à la haine. Et bien d'autres choses d'ailleurs, c'est vos capacités de sanction. Comment faire en sorte que ça ne mette pas des années, enfin, en plus ça crée des polémiques, on dit qu'est-ce que fait le CSA alors que ce n'est pas de votre faute, souvent. Bon, donc, je voulais vous poser cette question-là précise, si vous pensez que, et qu'est-ce que vous pensez aussi, dernière question, pour la vente de catalogue, on sait très bien que ce qui nous est présenté maintenant, c'est quelque chose de diminué en termes de force par rapport à ce qui était envisagé par le gouvernement, parce que le Conseil d'État a jugé que ça pouvait contrevenir aux règles européennes et à l'avis du Conseil d'État. Ceci dit, en diminuant la réponse, en la rendant molle, elle devient pas très... en tous les cas, j'ai l'impression qu'elle peut être contournée, ou en tous les cas diminuée dans sa force. Est-ce que vous pensez que d'abord de l'autorisation pour les organismes de gestion collective de pouvoir saisir le CSA en général. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on pourrait faire que en cas de vente de catalogue à des entreprises étrangères, demander à ce qu'un pourcentage du prix de revente revienne au CNC pour financer la création, ou demander un remboursement des sommes investies par la puissance publique à minima? Il y aurait du sens à cela pour dissuader et pour au moins avoir un retour quand on force, on utilise nos trous dans la raquette pour quand même brader notre patrimoine cinématographique, au moins qu'il y ait un retour si on ne peut pas l'empêcher. Jérémy Bacchi, qui est derrière son écran. Jérémy. Merci Monsieur le Président du CSA. J'aurais simplement une question. L'article 1er du projet de loi crée deux nouvelles compétences pour l'ARCOM, l'établissement de listes noires de sites contrevenants et de moyens accrus pour interrompre l'activité des sites dits miroirs qui répliquent des sites eux-mêmes déjà fermés. Ces évolutions vont incontestablement dans le bon sens, mais les termes actuels des dispositifs sont très peu précis, ce qui donne aux rapporteurs indépendants du CSA, deux mains de l'ARCOM, et au collège une grande latitude pour classifier les sites. N'estimeriez-vous pas nécessaire pour votre institution et par sécurité de prévoir dans la loi l'édiction de lignes directrices afin de bien encadrer ce pouvoir et de les rendre plus clairs aux yeux des parties prenantes? Je vous remercie. Catherine Morin-Desailly. Catherine. Je me connecte. Merci, Monsieur le Président. Je voulais tout d'abord saluer Roch-Olivier Maistre et toute l'équipe du CSA qui, avec lui, fait un travail absolument remarquable dans des temps où les défis sont extrêmement nombreux et où il faut, en quelque sorte, être sur tous les fronts. Dire que je regrette que le texte qui nous occupe, qui est important au demeurant, soit finalement la réduction à peau de chagrin d'un texte beaucoup plus ambitieux et nécessaire, qui était cette loi audiovisuelle attendue et surtout annoncée de très longue date. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous en avez énoncé indirectement les manques, puisque vous avez évoqué le chantier très important de la modernisation de la TNT. On va y revenir peut-être tout à l'heure. Peut-être juste quelques mots sur l'ARCOM. Je voulais également saluer le travail remarquable de Denis Rapone, qui malheureusement a dû quitter le CSA, son mandat étant parvenu à échéance. Et on peut d'ailleurs regretter que la concomitance des calendriers qui étaient à la fois à la fin de son mandat
et le moment où nous devions légiférer n'est pas pu se faire, parce que tout était prévu pour le mois de janvier, occasionnant par ailleurs, par là même, une transition qui n'est peut-être pas forcément facile. Et je voulais aussi les saluer pour les conseillers de l'ADOPI, qui malgré tout maintiennent cet objectif important de fusion avec le CSA. Alors, je ne m'attarderai pas sur les questions de nombre de conseillers que le rapporteur a fort bien évoqué. C'est un sujet qui va être approfondi par la commission avec l'avis de chacun. Je vais surtout beaucoup insister sur la nécessité d'abord de réguler sur le piratage. On sait le manque à gagner considérable pour la création que ça représente chaque année. Une étude d'ailleurs de l'ADOPI le démontrait encore il y a quelques mois. Mais je voulais plutôt m'attarder, comme l'ont fait mes collègues précédemment, sur la question des moyens. Nous avons eu lors de la dernière loi de finances un débat important sur les moyens dédiés à la CNIL, à l'ANSSI, au CSA, en insistant beaucoup sur le fait que la transition numérique, les nouveaux défis, imposent de se poser sérieusement la question. Si on veut légiférer correctement face aux géants du numérique et l'ensemble des défis de la digitalisation, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser, premièrement, quels sont les métiers nouveaux ou les postes de développeurs, de techniciens qu'il est absolument indispensable de créer? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions par rapport à ces besoins en moyens? Pouvez-vous aussi nous établir une comparaison de ce qui se fait dans les autres pays? Ce qui m'amène à peut-être parler du travail remarquable que vous faites au sein de l'ERGA. Où en sont les autres pays voisins en matière de régulation sur ces sujets, régulation audiovisuelle, régulation des réseaux? Sont-ils dotés de davantage de moyens ou non? Peut-on se comparer dans cette affaire? Alors, il est vrai que toutes les autorités de régulation n'ont pas toujours la même configuration. Certaines ont fusionné aussi avec ce qu'on appelle l'ARCEP dans d'autres pays. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus. Au-delà de la question des moyens, j'aurais voulu vous poser une question également sur la concordance avec le travail remarquable que vous avez fait de proposition pour le Digital Services Act. Est-ce que tout ça est lié, puisqu'il s'agit de la régulation, bien sûr, des plateformes, et l'écosystème tel qu'il est construit facilite forcément aussi toute forme de cyberattaque dont le piratage, finalement, fait partie. Et puis enfin, dernière question, s'agissant de la TNT, le chantier que vous avez évoqué, j'ai pour ma part tenu absolument à déposer une proposition de loi sur ce sujet qui peut-être le moment venu pourra amender utilement le texte, mais je considère que c'est tout à fait indispensable. Je m'étais appuyée sur l'excellente étude, peut-être pourriez-vous nous en redire quelques mots, que le CSA avait établie pour montrer qu'il était nécessaire que le législateur dote le régulateur de nouveaux outils pour à la fois permettre de réaliser une transition qui concilie l'intérêt général de l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, mais répondre aussi aux attentes des téléspectateurs afin d'améliorer la qualité de la diffusion. Et vous l'avez évoqué, on a des défis comme les Jeux Olympiques, mais pas seulement. Quels sont les autres avantages de la TNT au-delà de ce que vous avez évoqué? C'était la large couverture, 97% du territoire. Merci pour vos réponses à ces questions. Et enfin, Laure Darcos. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ravi de vous retrouver. Je souscris à tout ce qu'a dit mes collègues. Moi, j'avais deux questions. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous laissiez à l'ADOPI le problème des sanctions, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé revenir quand même dessus. Et notamment, on ne va pas tourner autour du pot, de l'amendement d'Aurore Berger qui avait été déposé lors de la discussion en commission à l'Assemblée, juste avant la crise. Est-ce que c'est juste le terme de répression financière comme l'a dit la ministre, dans un contexte un peu particulier du Covid qui est en cause? Est-ce que c'est la faisabilité de pouvoir véritablement récupérer cette sanction? Moi, je pars du principe que je préfère que ça soit le vrai pirate qui a conscience de pirater depuis des années qui paye plutôt que tous les contribuables. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez favorable, mais je voudrais savoir pourquoi est-ce que
En termes de faisabilité, ça a l'air d'être compliqué. Je regrette d'ailleurs à titre personnel qu'il n'y ait plus ces spots télévision qu'on avait juste avant les films. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ça a disparu. Mais ça avait quand même une vraie incidence. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'avais sensibilisé mon fils très très jeune, même devant des dessins animés, au fait que pirater, en plus c'était assez violent comme spot, mais je trouve que c'était bien. Donc si on ne peut pas le faire sur le plan de la répression financière, au moins en termes pédagogiques, je trouve qu'il manque énormément ce pan-là vis-à-vis de nos jeunes. Et puis dans un tout autre domaine, à la fin de l'article 1, on parle du fait de faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap des œuvres protégées par un droit d'auteur, et donc on faudrait recueillir auprès des éditeurs de la Bibliothèque nationale de France les documents et informations. Est-ce qu'il s'agit des œuvres en tant que telles? Je vous dis ça parce que comme j'ai déposé une proposition de loi sur le livre et qu'on a tout un volet dépôt légal numérique, j'avais à un moment donné hésité à mettre l'aspect accessibilité. Et on sait qu'il y a des problèmes de DRM, en fait, très importants dans ces systèmes. Alors, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et du coup, est-ce que, justement, le volet dépôt légal qui va être institué si ma proposition est votée, va vous aider dans ce cadre-là? En tout cas, l'accessibilité aux personnes handicapées, bien évidemment, c'est très important. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous laisser répondre à cette série de questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Laugier, je ne peux que souscrire à ce que vous avez dit sur le développement du piratage dans cette période de confinement et également en matière sportive. Le sénateur Assouline connaît très bien le sujet. Nous venons nous-mêmes de rendre un avis à l'autorité de la concurrence dans le cadre de la plainte que Canal+ a déposée contre la Ligue de football professionnel sur les procédures d'appel d'offres qui sont lancées par la Ligue. On verra ce que décidera l'autorité. Mais on a là un vrai sujet, comme on dit. C'est une spirale, en quelque sorte, qui se traduit par un système inflationniste sur les droits sportifs, sur les droits télévisés, qui a pour effet d'évincer l'accès aux manifestations sportives en clair ou en gratuit, au profit d'offres payantes. On voit bien, et l'étude à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure qu'on a conduite avec Adopi sur les plateformes de vidéo par abonnement, que le consommateur a un budget moyen et qu'il se tient à ce budget moyen. Il ne cumule pas à l'infini les abonnements. On a sa box, on a son portable, celui de ses enfants, on a peut-être Canal+, on a peut-être Netflix, on a peut-être Spotify, mais il y a un moment où il y a un budget moyen. Et on le voit bien dans les études qu'on a fait, ce budget évolue assez peu. Et l'affaire Mediapro, elle a bien montré les limites de l'exercice. À un moment, quand vous faites une offre à 25 € pour l'accès au match de foot, la tentation du piratage, elle est extrêmement forte. Et sur ces sujets-là, le sénateur Assouline avait fait des propositions dans son rapport. Nous allons... Dans notre avis, nous appelons l'attention de l'autorité de la concurrence, mais plus globalement l'attention du gouvernement sur la nécessité d'avoir une réflexion quand même globale sur ces procédures d'appel d'offres des grandes fédérations professionnelles, qui vient impacter au bout du compte une politique publique en faveur du sport aussi. Donc on aboutit à un système à la fois très inflationniste, très déstabilisant pour les acteurs de l'audiovisuel, mais aussi déstabilisant pour le monde du sport quand on voit la crise que vient de traverser le football tout récemment. Alors, vous m'interrogez sur les moyens et sur l'organisation de l'institution, et je souhaite vraiment remercier toutes les sénatrices et sénateurs qui se sont exprimés sur le sujet. Je suis très sensible à l'attention que vous portez à cette question. Sur l'organisation, nous avons entrepris le chantier de l'adaptation de notre organisation. Nous avons créé, il y a quelques semaines, une nouvelle direction au sein du CSA
dont je n'ai plus l'appellation exactement, la direction des plateformes en ligne, voilà, direction des plateformes en ligne, qui dit bien ce qu'elle veut dire, donc, qui a pour mission donc, de traiter plus particulièrement de la régulation de ces plateformes au titre des nouvelles compétences qui nous ont été données. Et puis surtout, nous sommes dans le travail de préfiguration en cours avec Adopi, dans une réflexion sur un nouveau schéma d'organisation de l'institution pour à la fois accueillir au mieux les équipes d'Adopi au sein de notre institution, mais aussi et surtout mieux porter les politiques publiques qui nous sont confiées. Donc oui, l'organisation de l'ARCOM sera ajustée par rapport à celle du CSA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et sur la question des moyens, je l'ai dit, hein, je ne pousse pas au crime, vous connaissez mon tempérament et mon origine professionnelle, mais voilà, là on arrive à un moment où l'institution ne pourra pas faire à budget constant, alors pour deux raisons. La première, d'abord, c'est que la fusion elle-même va générer un certain nombre de coûts, bon, des choses assez évidentes. Il va falloir refondre un site internet, il va falloir refondre toute la charte graphique de l'institution, puisqu'on change de nom. Enfin, bon, il y a un certain nombre de dépenses liées à l'installation. Il va falloir travailler sur les systèmes d'information pour homogénéiser tout ça, les systèmes budgétaires et comptables. Donc il y a des charges qui sont liées à l'opération de fusion elle-même, stricto sensu. On essaye de faire en sorte qu'elle soit le plus maîtrisée possible, mais il y aura des dépenses à ce titre. Et puis, en rythme de croisière, pour bien porter ces missions, il faut qu'on monte en compétence sur un certain nombre de domaines. Tout ce qui a trait à ces grands acteurs du numérique que vous avez évoqués les uns et les autres, ça suppose de savoir ce qu'est un algorithme, comment il fonctionne, comment on l'analyse, comment on le décrypte. Ça suppose de pouvoir faire de manier des données de masse pour pouvoir les étudier, les analyser. On a fait l'année dernière une étude sur la diffusion des fausses informations sur Twitter. Voilà, on a pu, par un accord avec Twitter, traiter des données de masse, mais ça suppose de savoir le faire, d'avoir les compétences et les savoir-faire requis. Donc voilà, on va avoir besoin de monter en compétences au plan technique, au plan économique aussi, parce que l'économie de ces acteurs n'est pas la même que les acteurs de l'audiovisuel historique, juridique, sociologique dans certains domaines. Et à ce stade, je vous donne un exemple de nos limites financières, et chacun comprendra. Donc, dans la loi de finances pour 2020, nous avions notre plafond d'emploi, nous avions été autorisés à le majorer de 6 unités, avec le seul inconvénient, c'est que la même loi de finances ne nous donnait pas la masse salariale correspondante. Donc c'est toujours très difficile de recruter des salariés sans pouvoir les rémunérer. Alors il se trouve qu'on a pu faire l'année dernière des efforts de gestion très significatifs grâce à la crise, si j'ose dire. Il y a un certain nombre de dépenses sur lesquelles on a pu faire des économies puisqu'on ne s'est pas déplacé. Enfin bon, il y a des dépenses on a pu dégager un peu de marge. Et donc, du coup, on va pouvoir financer cette année, sur nos propres ressources liées à ces économies de l'année dernière, ces 6 postes supplémentaires qui vont notamment venir consolider la direction des plateformes en ligne que je viens d'évoquer. Mais dès qu'on sera en rythme de croisière, il faudra bien qu'on ait la masse salariale correspondante pour ces emplois et ceux dont nous allons avoir besoin. Donc oui, nous aurons besoin de moyens. Et je réponds à nouveau en cela au sénateur Assouline qui m'avait posé cette question, et je l'en remercie. Alors, sur la composition du collège, je ne veux pas sortir de ma modeste condition de président d'une autorité. Le gouvernement fait des choix et le Parlement, bien évidemment, est souverain pour décider de la bonne formule. J'entends parfaitement ce que vous dites sur la nécessité de préserver les équilibres. Ça me paraît très, très important au regard d'un principe fondamental pour notre institution, qui est le principe d'indépendance. Donc c'est très important que les autorités de nomination soient diverses et que de la même façon, on ait ces renouvellements périodiques, ce qui fait que ce n'est pas toujours les mêmes autorités qui nomment au même moment. Et du coup, on a une diversité de profils et de personnalités différentes. Je redis devant vous, puisque j'ai bien senti que votre réflexion n'était pas complètement aboutie,
je privilégierais toujours un scénario à 7 plutôt qu'à plus. Hein, ça, je me permets d'insister sur ce point. Il y a d'autres options qu'on aurait pu envisager. Hein, je les évoque devant vous, mais une fois encore, je ne veux pas sortir de ma condition, qui aurait pu préserver le mode de nomination actuel, qui aurait consisté à dire que de façon successive, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale désignent périodiquement, au titre de leur droit de nomination actuel, un magistrat, si c'est le choix qu'on voulait faire. Hein, ça pourrait être une option. Alors, il faut que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais ça serait un respect de leur pouvoir de nomination tel qu'il existe quantitativement aujourd'hui, et ça répondrait en même temps à cette sécurité d'avoir toujours au sein de ce collège, nonobstant ces renouvellements, au moins un magistrat pour traiter de ces questions-là. Je raisonne à haute voix. Merci de votre propos. Ces questions de déontologie des programmes sont les questions les plus délicates. Vous m'entendez souvent parler devant vous, puisque vous m'interrogez régulièrement, monsieur le sénateur. On a toujours cette balance à opérer, et on est très attentif sur ce point, entre la nécessaire liberté d'expression. Je rappelle que nous sommes les garants de la liberté de communication. C'est l'article 1 de notre loi. La loi qu'on met en œuvre est une loi de liberté. Elle s'appelle comme ça, loi relative à la liberté de communication. Elle est à l'audiovisuel, ce que la loi de 1881 a été pour la presse écrite, en grande partie. Donc nous devons protéger cette liberté, nous devons protéger le débat, et il est normal que le débat se fasse dans les médias audiovisuels. C'est leur vocation, y compris au titre du pluralisme tel qu'il est posé par la loi. Et en même temps, vous avez raison de le rappeler, monsieur le sénateur, il y a des limites qui sont posées par cette loi. On ne peut pas tout dire à la télévision ou à la radio. La loi a posé une série d'interdits, notamment, vous les avez mentionnés, tout ce qui a trait à l'incitation à la haine ou à la discrimination. Et je le dis ici très, très simplement, le CSA remplira son office chaque fois qu'il estimera que ces principes posés par la loi, ces obligations qui incombent aux éditeurs sont transgressées. Alors c'est vrai qu'on le fait dans le cadre de procédures qui sont assez contraignantes. Je ne le cache pas. C'est pas anormal en réalité, parce que comme on agit dans le champ des libertés publiques, c'est quand même normal, bien évidemment, que le justiciable, d'une part, ait des garanties, et que la procédure que l'on mène donne toute sécurité avant que l'autorité ne statue. Mais c'est vrai que ça donne une mécanique qui est assez lourde, puisqu'on doit, dans un premier temps, prononcer une mise en demeure pour constater un manquement et dire à l'éditeur, bon, là, voilà ce qui s'est passé chez vous, nous considérons que c'est un manquement, et si un manquement de même nature s'opère chez vous, eh bien, nous rentrerons dans une procédure de sanction. Donc, et vous avez toujours un décalage chronologique, hein, vous avez un fait qui se produit, mise en demeure, ensuite il faut attendre qu'il y ait un autre fait de même nature qui se produise, pour que cette fois, on saisisse un rapporteur indépendant qui va instruire à son rythme, qu'ensuite on auditionne les parties et qu'ensuite on délibère. Donc c'est vrai qu'il s'écoule un certain temps. Alors je crois que nous avons quelques efforts à faire sur nous-mêmes. On en parle régulièrement avec le directeur général, que dans les saisines dont nous sommes l'objet, il faut probablement qu'on sache mieux prioriser ce qu'on fait. Il y a des manquements qui sont probablement plus graves que d'autres et qui nécessitent une réponse plus rapide que d'autres. Il faut probablement que dans notre dialogue avec le rapporteur indépendant également, on puisse essayer d'aller plus vite dans certains cas. Le rapporteur lui-même l'entend. Alors modifier la loi, ce qui est très délicat, c'est, on a eu ce débat avec le Conseil d'État sur le projet de loi à propos des sanctions en cas de manquement aux obligations de financement, c'est qu'il y a un principe constitutionnel qui oblige d'avoir cette séquence de mise en demeure distincte de la procédure de sanction. Et donc le simple fait d'avoir cette obligation
fait qu'on a obligatoirement quand même un certain rythme dans la durée. Sur les ventes de catalogues, écoutez, bien évidemment, tout ce qui va dans le renforcement de la protection de notre patrimoine, vous ne serez pas surpris que je vous dise ça, va dans le bon sens. Et j'y suis bien sûr favorable. Alors après, il faut trouver le juste équilibre avec la liberté du commerce, tout de même, puisque c'est des opérateurs privés. Et je crois que c'était effectivement le sens principal des observations du Conseil d'État sur le texte. Vous m'avez posé une question sur l'opportunité d'instaurer des lignes directrices. C'était le sénateur Bacchi de mémoire. Je ne sais pas s'il est encore en ligne avec nous. Je pense qu'il est. Voilà, c'était sur la question des listes noires, en disant que voilà, le texte laissait beaucoup de latitude aux régulateurs et évoquait l'hypothèse de prévoir la possibilité d'émettre des lignes directrices. Pourquoi pas? C'est une formule que le législateur a utilisée à plusieurs reprises. Hein. C'est le cas pour la loi Infox, c'est le cas sur la loi séparatiste pour la lutte contre les contenus haineux. C'était le cas sur les violences conjugales également à propos de la protection des mineurs pour l'accès aux sites pornographiques, où le régulateur se voit confier la possibilité d'émettre des recommandations ou de mettre des lignes directrices. Donc, en tant que tel, je n'ai pas d'hostilité avec cette suggestion. Madame la sénatrice Morin de Sailly, je pense avoir répondu en partie à vos questions sur les moyens. Je prends un exemple, puisque vous êtes très familière de la Grande-Bretagne, qui est celui de l'Ofcom. Bon, alors l'Ofcom est un régulateur intégré, donc qui a à la fois la compétence télécom et la compétence audiovisuelle, mais cumulé, c'est un régulateur qui aujourd'hui doit avoir de mémoire 850 collaborateurs à peu près, et j'ai constaté, et nous on est à 300. Et l'ARCEP est à 160. Vous voyez, même si on avait fusionné avec l'ARCEP, on aurait été à 460, alors que l'Ofcom est à 850. Donc il y a un effet de taille. Et l'Ofcom vient d'annoncer il y a très peu de temps qu'ils allaient encore recruter plusieurs dizaines d'agents. Voilà. Bon, je ne suis pas dans ces inflations et ces demandes qui seraient contre nature pour moi, mais ça n'empêche que voilà, on va avoir besoin d'un certain renfort. Et de la même façon, puisque vous évoquez la dimension européenne, incontestablement, il faudra que l'ERGA, auquel vous avez fait allusion, et son président actuel, qui est mon homologue allemand, y travaille, lui-même se renforce à partir du moment où la réglementation européenne du DSA et du DMA verra le jour. Je ne sais pas si elle verra le jour sous la présidence française de l'Union l'année prochaine, mais c'est sûr que l'ERGA, si les régulateurs nationaux sont amenés à jouer un rôle important pour la mise en œuvre de ces règlements européens, il faudra que l'ERGA lui-même se renforce et devienne progressivement une forme d'agence européenne pour assurer la coordination de cette régulation. Le texte sur le DSA donc, avance. L'ERGA a exprimé une première position favorable sur le principe, plus critique sur la gouvernance que prévoit le DSA. Vous savez que ce système pyramidal d'avoir dans chaque pays un coordonnateur national des différentes autorités qui lui-même se fédère dans un board présidé par la Commission. Bon, voilà, il y a un travail de réflexion qui est en cours là-dessus, y compris au sein des autorités françaises et du côté de l'ERGA, pour probablement faire évoluer cette gouvernance qui ne nous semble pas tout à fait optimale. Sur les avantages de la TNT, les avantages sont, bien évidemment, la couverture très large du territoire, 95% du territoire, la gratuité, ce qui est quand même pas négligeable par les temps qui courent pour beaucoup de nos concitoyens, et d'avoir une capacité, une offre élargie. Bon, quoi qu'on pense de telle ou telle chaîne, il y a une offre élargie sur la TNT aujourd'hui. Et puis l'anonymat, puisqu'il n'y a pas du tout d'accès aux données de l'usager
comme c'est le cas par l'intermédiaire des box, notamment. Donc là, les données sont totalement protégées, puisqu'il y a un anonymat complet du téléspectateur, et une possibilité de modernisation qui n'est pas négligeable maintenant, avec les perspectives d'ultra haute définition, et puis cette norme technique que vous mentionniez d'ailleurs dans votre proposition de loi, Madame la sénatrice, la HBB-TV, qui permet d'avoir sur son téléviseur TNT une forme d'interaction et qui permettra, là, dans l'expérimentation qui est en cours avec Arte, par exemple, de se connecter directement à la plateforme arte.fr en utilisant son téléviseur normal, en l'occurrence le canal 77. Donc on aura la chaîne Arte sur le canal 7 et la plateforme arte.fr sur le canal 77 de la TNT. Donc c'est un vrai plus qui est offert aux téléspectateurs, et il en sera de même pour la plateforme Salto, sur laquelle donc on a autorisé cette expérimentation pour les 6 mois qui viennent, et on tirera les enseignements de cette formule. Mais c'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant, si le Parlement introduit les propositions relatives à la modernisation de la TNT dans le texte, d'intégrer aussi cette interactivité avec la norme HBB-TV, et que les téléviseurs qui auront la norme UHD, voilà, puissent utiliser également la norme HBB-TV. Alors, Madame la sénatrice Darcos, merci de votre question. Moi, je vous redis ma conviction, hein, je crois vraiment c'est le point central du texte, c'est de lutter contre les sites pirates, parce que c'est vraiment là le cœur du sujet. Hein. C'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Adopi a été construit il y a 10 ans autour du piratage peer-to-peer, comme on dit en bon français. Mais ça, c'est le monde d'avant, si je peux employer une expression à la mode. Alors, bien sûr, et d'autre part, la riposte graduée, ne la sous-estimons pas totalement. Les lettres, tout de même, que l'autorité envoie, quand vous regardez les chiffres d'Adopi, elles ne sont pas sans effet. Hein. Grosso modo, 70% des personnes qui reçoivent ces lettres, enfin, je cite ces chiffres de mémoire, rebasculent sur une offre légale. Et les chiffres d'Adopi sont de ce point de vue-là très, très parlants. Donc, moi, je pense vraiment important de focaliser notre énergie sur les sites pirates. On a parlé de ce qui se passe en matière de sport. C'est vraiment là qu'il faut taper, parce que c'est vraiment là que l'argent se fait. Et donc, on est dans une activité sur laquelle il faut taper plus que d'aller chercher l'internaute. Je pense que c'est plus efficace, à mon sens. Vous me demandez mon avis, donc je vous le donne. Voilà. Ah oui, il y avait une deuxième question. Alors ça, je suis moins... Je ne sais pas si Guillaume Blanchot, peut-être pour répondre à la question, parce que j'avoue, je suis moins familier sur ce deuxième point. Oui, Madame la sénatrice, je ne suis pas non plus un grand expert, puisque, comme l'a rappelé le président Mestre, ce sont des compétences qui aujourd'hui sont exercées par l'ADOPI. Ce que je comprends du texte et de l'état actuel du droit, c'est que le Code de la propriété intellectuelle organise la mise à disposition des œuvres littéraires ou non, absolument ou non, aux personnes souffrant de certains handicaps, voilà, sous forme de fichiers numériques qui doivent être déposés par les éditeurs auprès de la BNF, qui ensuite les met elle-même à disposition de certains établissements. Et le projet de loi prévoit de confier à l'ARCOM un pouvoir de mise en demeure des éditeurs pour qu'ils mettent effectivement à disposition ce fichier numérique de la BNF, qui elle-même ensuite le distribuera ou le mettra à disposition de son côté des bibliothèques, des médiathèques et de tous les établissements qui sont agréés pour ce faire. Alors, Madame Demarco a une question, et Jérémy Bacchi m'indique qu'il a eu un problème de connexion, donc c'est pour ça qu'il n'était pas à l'écran quand vous avez répondu à sa question. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour tout cet éclairage. Par contre, j'aurais souhaité que vous précisiez quel sera l'effectif futur avec la fusion Adopi-CSA et le budget prévisionnel. Voilà, parce que vous en avez évoqué et nous avons donc parlé de budget dédié, etc. Mais j'aurais voulu avoir ces précisions. Je vous remercie.
Merci Madame la sénatrice. Alors, donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, actuellement, donc, c'est 300 personnes. Adopi, c'est une cinquantaine de personnes. Donc, la fusion des deux autorités, on additionne, donc 350, effectivement. Et nous gardons toutes les équipes, monsieur le sénateur, en effet. Et sur cette base de 350, on sera probablement amené à demander quelques créations d'emplois pour mieux porter les compétences. Du point de vue budgétaire, le CSA est à un budget d'environ 37 millions d'euros. On relève des services du Premier ministre. Pour le CSA, pour le CSA, voilà. Adopi, donc on est sénateur Assouline doit savoir sur le budget d'Adopi, 8 millions, 8 Vous avez autour de 8 millions. Voilà, donc ça ferait une addition des deux, donc 37 plus 8, 45. Demandez-vous, donc du coup, ça sera aussi le Premier ministre ou vous serez sous la tutelle du ministère de la Culture? Je pense qu'on restera rattaché au Premier ministre. Et donc, dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2022, on est en train d'y travailler, mais on sera amené à faire des demandes de renfort. Oui. Donc, ce que vous avez dit, donc pour l'instant... David Assouline, oui, parler dans le micro, juste pour que tout le monde oui, entende, y compris nos collègues qui sont derrière leur ordinateur. Juste pour préciser, donc pour l'instant, n'est envisagé que l'addition de l'existant. Si vous demandez des postes, bien sûr, vous allez demander plus de moyens, mais tout l'aspect nouveaux sites, etc., n'a pas encore été budgété. Donc c'est ce qui va être intégré. Vous n'envisagez pas, comme France Télévisions a dû le faire, de réduire la voilure pour pouvoir remplir plus de missions. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire? Je vois très bien ce que vous voulez dire, monsieur le sénateur. Et donc je vous réponds, je ne l'envisage pas. Donc en tout cas, on va préparer nos demandes budgétaires dans la perspective de la loi de finances pour l'année prochaine. Et à partir du socle que nous avons évoqué, donc 350 emplois et une masse budgétaire donc de l'ordre de 45 millions, on va redéfinir une maquette budgétaire, comme on dit. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci, Monsieur le Président, pour vos réponses, toujours d'une grande précision. Et bien entendu, nous commençons le rapporteur et la commission commencent son travail d'audition. Je pense que nous ne manquerons pas, d'ici le 18 mai, de reprendre contact avec vous et vos services pour éventuellement approfondir certaines pistes que nous... Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup de l'attention que vous portez à notre institution. On y est extrêmement sensible et je l'exprimerai devant toutes les équipes. Merci, Monsieur le Président.